Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez la Pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Nancy Godreau est détentrice d'un doctorat en psychopédagogie obtenu à l'Université Laval. Elle y agit aujourd'hui comme professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation. Les cours qu'elle propose portent sur l'intervention visant à prévenir et gérer positivement les problèmes de comportement des élèves au primaire et au secondaire. Elle mène présentement divers projets de recherche sur les processus d'établissement des plans d'intervention et sur l'inclusion scolaire des élèves présentant des difficultés comportementales. Elle s'intéresse aussi particulièrement aux moyens à mettre en place pour favoriser le bien-être et le sentiment d'efficacité personnelle des acteurs scolaires. Je lui ai d'abord demandé à quoi ressemble son quotidien. D'abord, mon quotidien est toujours différent d'une journée à l'autre. En gros, la tâche d'un professeur d'université comme moi se divise en 4 catégories. Donc, tout ce qui a rapport à nos activités en lien avec l'enseignement au premier, deuxième, troisième cycle. Donc, ça veut dire au bac, à la maîtrise, au doctorat. Oui. Ça veut dire aussi l'encadrement d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, d'encadrer des travaux d'essai, mémoire de maîtrise, de thèse de doctorat. Ça touche toute la recherche, ça veut dire demande de subvention, planification, coordination de projets de recherche, recrutement, participation, rédaction, publication des articles pour évidemment diffuser les connaissances. Ça veut dire aussi participer à des travaux de recherche avec des collègues. Donc, le volet de recherche, ça occupe énormément de mon temps, dans mon cas. Troisième catégorie d'activité, tout ce qu'on appelle service externe. Ça veut dire arbitrer des articles pour les revues scientifiques. Quand on parle de revues, d'articles révisés par les pairs, on va parler aussi de siéger sur différents comités pour le ministère de l'Éducation, différents trucs. Dans mon cas, je donne beaucoup de temps pour le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Donc, je m'occupe du comité des prix pour valoriser justement la réussite des jeunes, les personnes qui ont des pratiques exemplaires envers ces jeunes-là, les bourses pour les étudiants qui font des maîtrises, doctorats dans ce domaine-là. Puis, il y a tout le service interne. Donc, tout ce qu'on fait pour le bon fonctionnement de l'université, siéger sur des comités de programme, des assemblées départementales. Bref, je pourrais encore en nommer beaucoup, mais ça fait en sorte que le quotidien est varié. Exactement. Évidemment, la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, Nancy, aujourd'hui, c'est que j'ai assisté, comme tu le sais, à une de tes formations où tu nous parlais du sentiment d'efficacité personnelle. C'est une formation que j'ai adorée. Commençons par placer les choses sur le plan théorique. Le concept du sentiment d'efficacité personnelle, ça serait arrivé quelque part 2000-2007. C'est Albert Bandura. Est-ce que je dis n'importe quoi ou si ça ressemble à ça? C'est plus tôt que ça, là. Ah, OK. En fait, la référence 2007, c'est une référence d'un ouvrage d'Albert Bandura qui fait un peu une rétrospective de centaines de recherches qui ont permis justement de confirmer la théorie d'auto-efficacité. Mais il faut reculer dans les années 80, là. D'accord. Et pour les gens qui nous écoutent, comment tu pourrais nous définir ce sentiment d'efficacité personnelle? En fait, le sentiment d'efficacité personnelle, ça réfère à la perception, et le mot perception est hyper important, à la perception qu'a l'individu de sa capacité à poser les gestes donnés dans un contexte donné, mais aussi à faire les choix qui sont nécessaires dans un contexte donné pour atteindre les résultats escomptés. C'est vraiment la perception que j'ai de ma capacité à réaliser une tâche. Donc, c'est jusqu'à quel point je me sens capable de faire quelque chose dans une situation particulière. Exactement. Parfois, ça correspond quand même sensiblement à mes aptitudes réelles, mais parfois, il y a un écart. Donc, ça peut être avantageux ou désavantageux d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle très élevé, parce que mon sentiment d'efficacité pourrait être plus élevé que mes réelles capacités et à la limite, dépendant des situations, ça peut être problématique. En fait, on ne dira pas que c'est désavantageux d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle qui est plus élevé que nos aptitudes réelles. Pourquoi? Parce que le fait, et même
Si on y va dans un contexte Oui. scolaire avec des élèves, on va même souhaiter que les élèves surévaluent Bien un sûr. peu leurs aptitudes parce que ça nous permet vraiment d'exploiter notre plein potentiel. À partir du moment où mes aptitudes, mettons qu'on y va avec un chiffre parce que personne ne peut me voir gesticuler, Oui. évidemment. Alors, si mes aptitudes réelles sont à 60, mais que mon sentiment d'efficacité personnelle est à 70, nécessairement, je vais exploiter 100% de mon 60 là, de capacité. Oui, je comprends. Tandis que si on a le phénomène inverse et que mes aptitudes réelles sont à 80, mais que mon sentiment d'efficacité personnelle est à 60, ben je pourrais pas exploiter plus que 60 de mon potentiel. Je sais pas si c'est clair avec ces chiffres-là, tout à fait. mais c'est ça. Ce qui fait qu'on est toujours mieux de pousser le développement du sentiment d'efficacité personnelle parce que c'est ce qui a été démontré par la recherche, c'est ce qui nous permet de nous améliorer et de, entre autres pour les résultats scolaires, d'augmenter les résultats scolaires des élèves année après année. Bon, est-ce que ça voudrait dire que je suis avant une évaluation, je veux faire en sorte qu'au moment où ils font la tâche, ils ont le meilleur sentiment d'efficacité personnelle devant cette tâche-là, parce que ça va leur permettre de mieux performer. Donc, est-ce que ça peut même être avantageux de les placer devant une tâche d'entraînement qui va être un peu plus facile et qui va donc leur permettre de se dire « Hey, je suis vraiment capable ». Oui, il faut y aller avec des tâches d'entraînement, mais pas des tâches non plus qui seront vraiment trop faciles, Oui. parce qu'à un moment donné, ça va un peu entraver ou limiter leur motivation. Tu sais, quand on sent que c'est un peu une perte de temps que de faire cette tâche-là, ça favorise pas l'engagement non plus. Donc, faut toujours y aller avec un certain défi qui est bien calculé, j'ai envie de dire. Je comprends. Là, on parle beaucoup du sentiment d'efficacité personnelle de l'élève, mais j'imagine que le sentiment d'efficacité personnelle du prof lui-même, devant la classe, ça doit être énorme ce que ça fait comme différence. Moi, je parle souvent, quand je travaille avec des nouveaux enseignants, par exemple, on va souvent parler de la posture, de à quel point je me sens capable et je me sens solide devant les élèves quand je commence. C'est certain que chaque enseignant a aussi son sentiment d'efficacité personnelle à faire réussir ses élèves, par exemple, dans le cours de français. Alors, c'est certain que ça aussi, c'est contextualisé. Alors, on va avoir des enseignants qui vont avoir un sentiment d'efficacité personnelle plus élevé avec le groupe 101 et plus faible avec le groupe 102. Oui. Pourtant, ils sont dans la même école, mais ils n'ont pas le même groupe d'élèves devant eux. Alors, le contexte vient de changer. Et c'est sûr que plus le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant est élevé, plus il sera en mesure d'amener ses élèves à croire en leur capacité de réussir son cours également. Maintenant, on sait ce que c'est, le sentiment d'efficacité personnelle. Si je veux améliorer mon sentiment d'efficacité personnelle ou si je veux travailler à améliorer le sentiment d'efficacité personnelle de mes élèves, comment je m'y prends? La recherche a identifié 4 sources d'auto-efficacité. Donc, ça se trouve être les sources d'information qui nous informent, en fait, sur notre sentiment d'efficacité personnelle, sur le fait de je suis capable ou je suis pas capable, je suis bonne ou je suis pas bonne à réaliser une tâche donnée dans un contexte donné. Alors, la première source qui est la plus influente, c'est ce qu'on appelle les expériences de maîtrise ou de succès ou d'échec. Donc, le fait de réussir une tâche donnée dans un contexte donné, c'est la meilleure preuve de ma capacité. Donc, si je réussis à cuisiner pour la première fois un gâteau à la vanille qui est succulent, ben j'ai la preuve, j'ai la démonstration concrète que je suis capable. Alors ça, c'est la première source. Donc, comment faire avec nos élèves? Évidemment, c'est de leur faire vivre des succès. Alors, c'est de s'assurer que les activités d'enseignement, apprentissage, évaluation qu'on leur propose, qu'on leur soumet, qu'ils soient capables de les réussir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rendre le tout trop facile ou il faut que le défi soit à la mesure de leur capacité, de leur niveau de développement. Oui, donc le raisonnement de dire je vais leur donner un examen, ils vont se planter, ça va leur montrer, puis après ils vont se mettre à étudier, c'est complètement l'inverse de ce que tu viens de nous dire. Là. Exact. OK. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle les expériences vicariantes. Les expériences vicariantes, ça se trouve à être les informations que je tire en observant les autres. Donc, c'est certain que si moi, je suis
élève dans la même classe que ma copine, qu'on a le même prof, puis qu'elle vient de me dire qu'elle a terminé un devoir, que j'ai pas encore débuté, puis qu'elle me dit que le devoir est facile, ben mon sentiment d'efficacité personnelle à faire la tâche vient d'augmenter. Parce que je me dis, elle a été capable, je juge que mes compétences, mes capacités sont similaires aux siennes, parce que ce détail-là est quand même important. À ce moment-là, je serai capable aussi. Donc, on parle beaucoup d'une information qui vient en nous comparant à nos pairs qui ont, selon nous, selon notre perception, des compétences à peu près semblables. Oui. OK? Donc, c'est un peu de réussir par procuration ou d'échouer par procuration. Oui, y aller un peu par association. Donc, on va emmagasiner de l'information qui va avoir une influence sur notre sentiment par ce que d'autres personnes ont vécu. Là. Exactement. OK. Donc, on fait du ski ensemble. On est du même niveau de skieur, ce qui n'est pas la réalité du tout. Mais disons que... On ne sait pas, mais moi, je te confirme, j'en fais pas. Donc, c'est sûr que je ne serai pas très bonne. Alors, nous faisons du ski les deux. On est à la même montagne. Et là, je viens de te voir prendre la piste que je n'ai jamais osé prendre. Tu as du plaisir, tu vis du succès. C'est sûr que je me lance sur cette piste-là. Je comprends. OK, donc c'est dans ce sens-là. Puis c'est aussi en observant et en regardant, en écoutant ceux qui savent faire, le principe des émissions de cuisine, où on regarde les chefs qui nous font la démonstration et ça nous enseigne comment le faire. Alors, normalement, notre sentiment d'efficacité personnelle est supposé avoir augmenté après avoir regardé Ricardo faire qu'avant. Alors, c'est le principe des expériences vicariantes. Troisième source. Troisième, la persuasion sociale. La persuasion sociale, c'est le fait d'être entouré de gens qui croient en nous, qui vont poser des gestes et qui vont nous dire régulièrement, nous témoigner leur confiance en notre capacité à réaliser une tâche donnée dans un contexte donné. Alors, c'est vraiment d'être entouré de gens qui nous amènent à nous surpasser, qui nous amènent à persévérer. Alors là, les enseignants, les parents ont un rôle essentiel à jouer, évidemment. Oui. Et la quatrième? Quatrième, exact. C'est toutes les expériences physiologiques, psychologiques, donc tout ce qui me vient dans le fond de mon corps. Alors, c'est sûr que quand je vis du bien-être dans une activité, mon corps m'envoie un signal comme quoi tu es en sécurité, ça va bien, et ça m'envoie un message à l'effet que je suis, pas que je suis compétent nécessairement, mais si en plus je réussis nécessairement et que ça m'a donné du plaisir, ça va faire aussi mon sentiment d'efficacité personnelle. Alors, on va beaucoup associer ça par exemple, à l'école, le fait que des jeunes se sentent hyper stressés, c'est sûr que ça va venir entraver le développement de leur sentiment d'efficacité personnelle. Donc, toute la notion de bien-être dans ma tête et dans mon corps. Et ça, c'est aussi vrai, là, parce que là, on parlait des élèves, mais si je ramène ça à l'enseignant, l'importance de comment je me sens, de l'équilibre que je vais trouver dans ma vie, va avoir donc un impact sur mon sentiment d'efficacité personnelle et inévitablement sur mes performances par la suite. Là. Exact. Puis il faut se rappeler que ça aussi, c'est contextualisé. Donc, je peux vivre un bien-être en conduisant ma voiture, avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle pour me rendre à l'école secondaire. Et une fois que je suis dans ma classe, mon sentiment d'efficacité personnelle peut être complètement différent. Là. Donc, c'est pas un état qui est permanent tout au long de la journée. Ça varie selon les contextes, selon les tâches qu'on a réalisées. Voilà qui met fin à l'épisode 5 de la 2e saison du balado La pédagogie du cœur. Un grand merci à mon invitée, Nancy Gaudreault. Si notre discussion vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur le sentiment d'efficacité personnelle, vous trouverez un article fort éclairant dans le numéro de septembre 2022 de la revue Vivre le primaire, publié par l'AQEP, l'Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire. J'ajouterai également quelques références sur mon site web à marcproupédago.com sur la page consacrée au balado. Un grand merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne tout au long des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.